Bonjour, nos chers élèves. Je tiens quand même à vous transmettre un message avant de commencer cette lecture de ce passage. C'est que nos élèves nous manquent beaucoup. Pas seulement moi, mais tous mes collègues, ils ont la même réflexion. Tous les élèves, nos élèves sans exception. Bref, alors je vous invite à prendre avec moi le roman Le dernier jour d'un condamné de son auteur Victor Hugo, grand écrivain, poète, dramaturge, politicien, un homme engagé du XIXe siècle. Dans cette activité de lecture, nous allons essayer de lire en suivant les objectifs qui sont sur le tableau. Alors on est dans le chapitre 1er, c'est l'incipit de ce roman. On va viser d'abord, on va comprendre le statut du narrateur, le choix de cette technique et de cette stratégie argumentative qui est la persuasion, les messages véhiculés par l'auteur et comprendre le contrat que l'auteur veut faire avec ses lecteurs à travers la voix du narrateur, un condamné à mort. D'accord? Alors, vous suivez avec moi le passage. Bicêtre, condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Toujours seule avec elle, toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme, comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. C'étaient des jeunes filles, de splendides échappes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades, la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fête dans mon imagination. Je pouvais penser ce que je voulais. J'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi, misérable, et me secouant de ses 2 mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède, éveillé, épie mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivi par elle, et me disant « Ah, ce n'est qu'un rêve !» Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entrouvrir assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde dans la giberne, reluit à travers la grille du cachot. Il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille « Condamné à mort ». Alors, comme vous avez vu, c'était l'incipit de notre roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné. Dans ce chapitre, vous avez remarqué que l'auteur, par la voix du narrateur d'un condamné à mort, tente de toucher les sentiments de pitié,
les sentiments parfois de colère. On va essayer de délimiter les passages pour mieux concrétiser les informations que nous sommes en train de voir, afin de toucher, de cibler les sentiments de l'auteur, les sentiments, pardon, de lecteur, les sentiments de toutes les classes sociales qui vont lire ce roman qui veut demander l'abolition de la peine de mort, mais il voudrait d'abord sensibiliser les gens, dévoiler la cruauté de cette peine capitale. D'accord? Alors, puisque c'est l'incipit, nous sommes invités toujours à chercher des éléments qui nous relient à ce passage, à savoir les personnages, le cadre spatio-temporel. Le narrateur, qui est en train de dévoiler ses sentiments et de raconter sa souffrance, est un condamné à mort. Il est anonyme. L'auteur ne lui donne pas de nom. Parce que pour l'auteur, il faut d'abord mettre en valeur l'idée qu'il veut défendre. La thèse qu'il appuie, à savoir l'abolition de la peine de mort. Peu importe le nom, peu importe le sexe, peu importe l'appartenance socio-culturelle, la religion, les croyances, les convictions. On vise l'être humain. Pour Victor Hugo, tout être humain, à travers les siècles, à travers les temps, à travers les lieux, dans les quatre coins du monde, ne mérite pas une telle peine. Une peine aussi dure, aussi difficile à supporter. Donc, le condamné, que nous allons découvrir au fur et à mesure, l'auteur, il essaie de nous laisser d'abord de stimuler notre imagination, de mettre en valeur la cause qu'il défend, et aussi de créer le suspense à travers, on va avoir une image plus claire au fur et à mesure que nous lisons le roman. Le lieu, nous avons déjà, dès le début de ce passage, il commence par Bicêtre. Nous savons tous qu'il y aurait des endroits où notre roman, d'accord, va se mouvoir, va bouger. Bicêtre, c'est une prison. Bicêtre, nous allons découvrir dans d'autres chapitres, c'était un château de roi et qui va devenir une prison où des condamnés à la peine capitale ou bien en travaux forcés vont souffrir, vont vivre l'enfer dans des conditions extrêmement lamentables. Bref, le temps, là comme le temps l'indique, là on est le dernier jour d'un condamné, d'accord? Donc vous allez voir que l'auteur va faire parfois une rétrospection, parce qu'il va se rappeler des souvenirs, on va les dévoiler ici dans le passage, autrefois, d'accord? Et puis après, il va faire une introspection, il va dévoiler sa souffrance, il va pousser les gens à partager avec lui cette torture morale en attendant son exécution. Donc les trois éléments qui sont liés à l'incipit, ils sont présents. Le temps, c'est le poids, c'est la dureté, c'est la difficulté à supporter l'attente de l'exécution. Bref, alors comme le genre l'indique, je vais revoir ça. Pour la situation du passage, on est dans le chapitre 1er, extrait du roman Athènes. Quand vous avez vu le roman, c'est-à-dire on aura affaire à une narration et à une description, mais c'est une narration et une description qui va servir une thèse, un texte argumentatif. Donc là, l'auteur, il va écrire ce roman rien que pour servir la thèse qu'il défend. Ce n'est qu'un moyen qui va servir une argumentation implicite, indirecte, mais grâce aux moyens rhétoriques et linguistiques qu'il va utiliser, le roman, il aura vraiment un impact extrêmement fort. D'accord, à travers... Alors, on a dit, intitulé Dernier jour d'un condamné de son auteur Victor Hugo. Le narrateur, un condamné à mort qui attend son exécution. Il fait part de sa souffrance. Il dévoile la cruauté de ce châtiment. Il essaye quand même de dévoiler à ces gens qui, malheureusement, n'ont pas une bonne... ils n'arrivent pas vraiment
Imaginez la cruauté de cette condamnation. Sachant tous que pendant le 19e siècle, l'auteur va assister à plusieurs condamnations à la peine capitale, à cause bien sûr des situations et du contexte historique que nous avons déjà vu dans les éléments du paratexte. Il va découvrir que plusieurs condamnés, ils étaient exécutés à tort, et donc il va essayer d'attirer, de sensibiliser les gens à la cruauté, sur la cruauté de cette condamnation, de les pousser à se remettre en question, de les pousser à ne pas avoir la main légère, comme il nous dit dans d'autres passages. Alors, si on veut identifier le texte, c'est un extrait d'un roman athèse. Donc, on a type narratif et descriptif. Toutefois, cette narration, cette description, je ne fais que répéter ce que j'ai déjà dit, ils sont un outil pour servir la visée argumentative. La thèse, c'est pour défendre et abolir la peine capitale. La stratégie, donc, qui est adoptée par l'auteur, c'est la persuasion. Il va essayer de toucher les sentiments des lecteurs et les inviter à réfléchir et à agir. Pour ceci, il va adopter des tonalités. Alors, bien sûr, enfin, le lyrique, la tonalité lyrique. Nous avons la présence du pronom « je ». Pourquoi? Pour impliquer le lecteur. C'est le narrateur qui dévoile, c'est le narrateur qui partage une souffrance, une torture morale, plutôt, et après physique, bien sûr. D'accord? C'est une invitation du lecteur à s'identifier à lui, à réfléchir avec lui, à demander justement, à créer une sorte de complicité, de soutien, d'appui. Parce que ce qui arrive aux autres peut aussi arriver à tout le monde. Donc nul n'est épargné dans tout ce qui est humain. D'accord? Alors, par cette technique, il nous dit, voilà, ça ne serait plus. J'habite avec cette idée, vous m'excusez, je cherche le passage, le voici, d'accord? Que j'habite avec cette idée, que je vis, voilà, 5 semaines, j'habite avec cette pensée, toujours seule avec elle, toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids. Donc là, on a, c'est vrai, l'emploi du pronom « je », et on a aussi la présence des sentiments. Et la peur, il est terrorisé par l'exécution. Plusieurs scénarios sont suscités, il les imagine. Comment ça va être? La guillotine, le couperet, la décapitation, c'est extrêmement difficile. Donc, je reprends, c'est une tonalité qui est voulue par l'auteur afin d'impliquer le lecteur. Après, nous avons, je vais passer au tragique. Le tragique, par le titre, par condamné à mort, des interjections qui sont à chaque fois répétées. D'accord? Il rappelle cette peine capitale. D'accord? Donc là, c'est un thème qui est dominant, qui est mis en valeur par l'écriture. Il est isolé dans le passage. Et à chaque fois, c'est comme un refrain qui se répète à chaque fois, afin d'attirer l'attention. C'est une figure d'insistance, si vous voulez, une répétition, afin de mettre en valeur, justement, l'élément qu'il veut défendre, qu'il veut bannir, qu'il veut réfuter, etc. Nous avons aussi une tonalité pathétique. C'est dominant. D'accord? La douleur. Là, nous avons un narrateur qui dévoile sa souffrance. Voilà. D'accord? On a pitié de cet homme qui, autrefois, pour lui, ce n'était pas autrefois, c'est quelques semaines. D'accord? Mais c'est fini, là, autrefois. J'étais un homme. Quand il était libre, il était un homme. J'étais un homme. Alors, quand on n'est plus un homme, quand on n'est plus un être humain, malheureusement, ça y est, on est réduit à un rien, on est réduit à un néant. On a pitié de ces gens qui ont perdu leur côté humain. D'accord? Donc là, on a pitié de lui. On a pitié de cet homme qui, autrefois, avant l'emprisonnement, avant cette peine capitale, il pouvait imaginer, rêver, s'amuser. Il vivait, parce que quand on vit, on réfléchit, c'était des jeunes filles. C'est humain. C'est humain de chercher l'amour, de rêver de l'amour. D'accord?
Mais quand on est en prison, quand on n'a plus le droit d'aimer, ni d'imaginer, ni de rêver, on est déjà mort. D'accord? Donc là, j'étais, comme vous avez déjà vu dans le passage, c'était des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres plans, et puis encore de jeunes filles. C'est la recherche de l'amour, c'est la recherche de l'autre. D'accord? C'était fait, c'était le bonheur, c'était avant. Maintenant, je suis captif. Dans ce passage, nous avons ici des figures, si vous voulez, d'opposition. Deux situations extrêmes. Il était heureux. Après la sentence, une sentence cruelle. D'accord? Ça y est, on est dans l'extrême, dans le malheur, dans le déclin, dans la mort, si vous voulez. D'accord? Donc l'auteur est en train quand même de proposer cette tonalité pathétique, d'accord, qui est dominante dans ce texte. C'est pour cela que c'est un plaidoyer. On peut caractériser ce passage et l'appeler un plaidoyer qui défend les condamnés à mort, partout, d'accord. Puis après, comme j'ai dit, le satirique, qu'est-ce qu'il dénonce? Il dénonce la cruauté de cette sentence. Il dénonce donc quel passage, alors presque si vous avez les paragraphes qui sont à la fin, donc vous voyez, il va dénoncer. Donc le dernier paragraphe, vous voyez, quand il se réveille et il se voit dans un cachot, dans une cellule qui est affreuse, d'accord, dans une cellule qui est sale, suante, d'accord, mouillée, avec une lampe, d'accord, les rayons qui sont pâles, la toile de ses vêtements qui est grossière, la sombre figure du soldat, et justement là, on est dans le satirique, on est dans la dénonciation du milieu où vit ce condamné à mort en attendant son exécution. Pour résumer, on a la dominance de plusieurs tonalités, justement parce que c'est la persuasion, c'est les sentiments qu'il faut bouger chez le lecteur afin de le pousser à agir, à réfléchir, à se remettre en question, à acclamer l'abolition d'une peine extrêmement dure et cruelle. D'accord? Pour la situation d'énonciation, nous avons qui parle? Le narrateur. Ici, le narrateur, c'est un condamné à mort, on ne connaît rien sur lui, absolument rien. Comme j'ai déjà dit, ce qui importe ici, c'est l'idée qu'il veut bannir. C'est la peine capitale, quelle qu'il soit l'appartenance socio-culturelle, le sexe, la religion de la personne, elle ne mérite pas une peine aussi dure, aussi cruelle. Donc là, le jeu, ça fait de ce passage un genre apparenté au journal intime. À travers ce monologue intérieur, notre pitié ne fait que justement s'accentuer. On a pitié pour ces gens qui ont quand même eu le courage de partager avec nous leurs souffrances et leurs tortures physiques et morales.